Donc, nous allons prendre la Terre. Ce champ de gravitation se trouve tout autour de la Terre et dirigé vers son centre. On remarque donc que la direction change en tout lieu. Mais en plus, si on s'éloigne de la Terre, alors le champ de gravitation est plus faible. Ce qui nous amène à dire que le champ de gravitation grand G n'est pas un champ uniforme. Alors, regardons un schéma un peu plus précis. Nous avons la Terre ici, un satellite qui va tourner autour de la Terre à une distance grand R du centre de la Terre. On a représenté ici le champ de gravitation subi par le satellite, GT. On va ajouter un repère qu'on appelle la base de Fresnel. Donc, avec un vecteur unitaire UN dirigé vers le centre de la Terre et un vecteur UT unitaire tangentiel à la trajectoire du satellite. Dans ce référentiel UN-UT, on remarque que le champ de gravitation est suivant le vecteur unitaire UN. GT sera égal à grand G, constante de gravitation universelle, fois mt, la masse de la Terre, fois r au carré, la distance jusqu'au centre de la Terre, suivant le vecteur UN. Ce champ de gravitation terrestre est à connaître. La valeur de G vous sera toujours donnée, 6,67 × 10⁻11. La masse de la Terre sera donnée, 5,97 × 10⁻24 kg. R est la distance entre les centres de la Terre et du satellite en mètres. On pourra également noter grand R égale RT plus H, où RT sera le rayon de la Terre, ici, et H, l'altitude du satellite, c'est-à-dire la distance entre le satellite et la surface de la Terre. Alors, ce champ de gravitation va créer ou va être à l'origine de la force de gravitation subie par le satellite. Nous retrouvons donc ici notre satellite avec le champ de gravitation subi par le satellite. Donc cette force de gravitation, eh bien, nous la calculerons par la masse du satellite fois le champ de gravitation de la Terre. Et donc, on voit bien que cette force de gravitation a exactement le même sens et la même direction que le champ de gravitation. On retrouve donc cette flèche bleue de la force de gravitation qui est exactement dans le même sens et la même direction que le champ de gravitation terrestre. Fg est le vecteur force de gravitation qui s'applique au satellite. Sa valeur sera en newton. Ms est la masse du satellite en kilogrammes. Et Gt est le champ de gravitation terrestre. Et sa valeur sera en mètres secondes moins 2. On rappelle que le champ de gravitation terrestre est égal à grand G fois mt sur r au carré selon le vecteur UN. Ou bien alors constante de gravitation universelle fois masse de la Terre sur RT plus H au carré, suivant UN. Avec G, la constante de gravitation universelle 6,67 × 10⁻11, mètres cubes seconde moins 2 kg moins 1. Masse de la Terre 5,97 × 10⁻24. RT égale 6400 km. Ces trois valeurs vous seront toujours données. Prenons un exemple avec la Station orbitale internationale. La masse de l'ISS est de 420 tonnes. Son altitude pour se déplacer est à 410 km. Donc je rappelle que l'altitude, c'est par rapport à la surface de la Terre. Donc ici, on a 410 km. Quelle est alors la force de gravitation subie par l'ISS? On va commencer par calculer le champ de gravitation de la Terre à l'altitude de l'ISS.
on applique la formule du champ de gravitation, constante de gravitation universelle fois masse de la Terre, sur rayon de la Terre plus altitude au carré. Je remplace donc 6,67 fois 10 moins 11 fois, pour la masse de la Terre, 5,97 fois 10 puissance 24 kg, divisé par RT en mètres, 6400 fois 10 puissance 3 mètres, plus H en mètres, 410 fois 10 puissance 3 mètres, le tout au carré. On obtient un champ de gravitation de 8,59 mètres secondes moins 2. À partir de ce moment, la force de gravitation, c'est la masse de satellite fois le champ de gravitation de la Terre, soit 420 tonnes, c'est-à-dire 420 fois 10 puissance 3 kg, fois 859 mètres secondes moins 2. Vous obtenez une valeur de 3,61 fois 10 puissance 6 newtons. Alors, quand on étudie le mouvement dans un champ de gravitation, on a quelques questions classiques. Voyons ces 3 questions classiques. Première question classique. Montrez que le mouvement du satellite supposé circulaire est uniforme. Alors, le point clé, c'est qu'est-ce qu'un mouvement uniforme? C'est lorsque la vitesse v est constante. Ça veut dire que la dérivée de la vitesse devra être égale à 0. Un petit rappel de notions physiques associées. Et tout d'abord, la deuxième loi de Newton. Masse fois accélération égale somme des forces. Appliquons cette deuxième loi de Newton au satellite. Masse du satellite fois son accélération égale la somme des forces. Or, il n'y a que la force de gravitation. J'exprime la force de gravitation, donc masse du satellite fois son accélération égale la masse du satellite fois le champ de gravitation de la Terre. On peut simplifier les masses de satellite. Il me reste que l'accélération égale champ de gravitation de la Terre. Autrement dit, constante de gravitation universelle fois masse de la Terre sur le rayon au carré, suivant le vecteur UN de la base de Fresnel. Utilisons justement cette base de Fresnel. Nous savons que l'accélération dans la base de Fresnel pour un mouvement circulaire, attention uniquement pour un mouvement circulaire, s'écrit ainsi: la coordonnée de l'accélération suivant le vecteur UN précédemment défini vaut v carré sur r, et l'accélération AT suivant le vecteur unitaire UT vaut v' de t. Ces coordonnées dans la base de Fresnel sont à connaître par cœur. On va donc identifier par rapport à l'accélération trouvée avec la deuxième loi de Newton et l'accélération dans la base de Fresnel. D'après la deuxième loi de Newton, on remarque que l'accélération est que suivant le vecteur UN. Donc AN vaut GMT sur R au carré. Et d'après la base de Fresnel, AN égale V carré sur R. GMT sur R carré est donc égal à V carré sur R. Je simplifie le carré du R avec le R ici, et je peux donc écrire que V carré égale GMT sur R. Par ailleurs, toujours d'après cette écriture, on voit bien qu'il n'y a pas d'accélération suivant le vecteur unitaire UT. Donc, d'après la deuxième loi de Newton, AT égale à 0. Et, en utilisant la base de Fresnel, AT égale V' de t. Ce qui m'amène à dire que V' de t égale à 0. Ce qui signifie que la vitesse est constante et donc que le mouvement est uniforme. La vitesse est constante, je peux donc calculer la vitesse de ce mouvement grâce à l'expression qui est ici. Alors,
il me suffit de mettre la racine carrée, enlever le carré ici, mettre la racine carrée, et j'obtiens que la vitesse égale racine carrée de GMT sur R, soit racine carrée de GMT sur RT plus H. Appliquons cette formule pour la station orbitale internationale. V égale racine carrée de 667 fois 10 moins 11 pour grand G, fois 5,97 fois 10 puissance 24 pour la masse de la Terre, sur 6400 fois 10 puissance 3 mètres pour le rayon de la Terre, plus 410 fois 10 puissance 3 mètres pour l'altitude de l'ISS. J'obtiens une vitesse de 7650 mètres par seconde, soit 27 500 km/h. Cette vitesse est très importante, mais rappelons que dans l'espace, il n'y a pas d'atmosphère et donc pas de frottement avec l'air. Deuxième question classique. Déterminer la période de révolution du satellite. Point clé. Qu'est-ce que la période de révolution? C'est la durée pour faire un tour complet autour de la Terre. Petit rappel, notion de maths et de physique. Comment calcule-t-on une vitesse? La vitesse, c'est la distance sur la durée. Donc dans notre cas, la vitesse, V, sera égale à la distance parcourue par le satellite sur un tour complet, divisé par grand T, la période de révolution, durée pour faire un tour complet. Petit rappel de maths, le périmètre d'un cercle, c'est 2πr. Je peux donc remplacer la distance parcourue sur un tour par 2πr et diviser par grand T. Je peux donc inverser la formule, isoler T, ici, et donc le V va passer au dénominateur. Je peux remplacer V par la valeur trouvée sur la diapo précédente, 2πr divisé par racine de GMT sur R. Je vais remonter cette racine carrée, l'inverser. Je trouve 2πr fois racine de, le R qui était en bas passe tout en haut, et le GMT qui est au dénominateur reste au dénominateur. Je vais maintenant introduire dans la racine carrée le R qui est ici. En l'introduisant, il va devenir R au carré. Voilà, l'opération est faite. Je trouve donc R carré fois R, ce qui me donne R au cube, que je peux mettre en RT plus H au cube. Appliquons cette formule pour l'ISS. Grand T égale 2π, de RT 6400 fois 10 puissance 3 mètres, H 410 fois 10 puissance 3 mètres, on n'oublie pas de mettre au cube, divisé par grand G 667 fois 10 moins 11, fois la masse de la Terre 5,97 fois 10 puissance 24. Je trouve une période de révolution de 5600 secondes, soit 1h33. L'ISS met 1h33 pour faire le tour de la Terre. Ça veut dire que l'ISS fait environ 16 fois le tour de la Terre par jour. Enfin, dernière question classique, retrouver la troisième loi de Kepler. Alors, qu'est-ce que la troisième loi de Kepler en point clé? Eh bien, elle dit que T carré sur R cube est une constante qui est indépendante des propriétés du satellite. Alors, repartons sur l'expression de la période de révolution trouvée précédemment. On va mettre cette valeur de T au carré, qui devient 2 au carré fois pi au carré et fois, on a enlevé ici du coup la racine, R cube sur GMT.
ce qui donne 4 pi2 sur GMT fois r cube. J'ai isolé un peu r cube. Maintenant, il ne reste plus qu'à diviser t carré par r cube. Et j'obtiens donc 4 pi2 sur GMT. 4 pi2 sur GMT, on remarque qu'aucun des nombres ici ne fait appel aux propriétés du satellite, ni son altitude, ni sa masse, ni une quelconque autre propriété du satellite. On a donc ici une constante indépendante des propriétés du satellite. Que vaut ce t carré sur r cube quand j'ai l'ISS? Eh bien, je calcule 4 pi2 sur 6,67 fois 10 moins 11 fois 5,97 fois 10 puissance 24. J'obtiens un 9,9 fois 10 puissance 14 secondes carré à cause de t carré, mètre moins 3 parce que divisé par r cube. Et comme cette valeur de t carré sur r cube est indépendante des propriétés du satellite, eh bien, on pourrait trouver la même valeur si on faisait une étude avec la Lune ou avec n'importe quel autre satellite de la Terre.